Je souhaite vous présenter mon errance à travers les souvenirs de mon enfance. Je souhaite partir à la recherche de mes influences artistiques. Aller explorer la manière dont mon univers interne s'est façonné. Savoir quels sont les piliers de mon mental et de mon imagination. L'enfance est une période qui n'a nul égal en termes de quantité d'émotions et de matrices ingérées et assimilées. Elle est la source de la création des goûts et des personnalités de chacun d'entre nous. Évidemment, ceux-là s'affineront ou divergeront à l'adolescence, mais leurs racines s'ancrent bel et bien autour de cette période. Je dirais que le pic se situe dans les alentours de 10 ans, entre 8 et 12 printemps, les expériences vécues voyant leur impact s'amplifier comme à aucune autre tranche d'âge. Et cela gravite à la fois sur des moments ressentis comme des voyages, des expériences culinaires ou des premiers amours, mais également de moments vécus à travers un média, une histoire racontée par un cousin, un film montré par un oncle, un jeu vidéo présenté par un ami, des centaines de petits souvenirs bien précis, de moments particuliers, où ont été ancrées des émotions et des contextes, des sensations physiques, même des odeurs. Il est de mon devoir de rendre hommage à cette période révolue. En parcourant mon passé et en citant les œuvres et expériences virtuelles m'ayant le plus influencé. Et l'un d'entre eux est un jeu d'aventure sur la PSP, Medieval Resurrection. Je vais vous conter la manière dont il m'est parvenu, l'incidence qu'il a eue sur moi et les répercussions de sa présence sur mes goûts. On rembobine le temps. À un Noël de la fin des années 2000. Je reçus sous le sapin un paquet ayant la forme étrange d'une petite planche, avec le poids d'une boîte de DVD, mais en bien plus étroit. C'était à coup sûr un jeu de PSP. Je le déballai sous la lumière chaleureuse du couloir, et découvris stupéfait l'amour exprimé par mes parents par ce cadeau. Ils m'avaient offert ce jeu dont j'étais tombé sur la bande-annonce des mois plus tôt. Comment cela ? Grâce au disque de démo fourni avec la PSP. Ma mère m'ayant offert à contre-cœur bien des mois plus tôt cette console flambant neuve avec le jeu Lego Indiana Jones. À nouveau, ma mère et mon père avaient exprimé par ce cadeau leur envie de me voir épanoui, de me voir m'amuser avec les choses qui m'attiraient alors. Ils avaient probablement aperçu mon goût prononcé pour la période d'Halloween, ainsi que de l'accueil certain que je réservais aux monstruosités de toutes sortes. Si je dois piocher un souvenir des débuts d'Internet, les seules recherches que j'effectuais étaient monstres dans Google Images, quand je ne fouinais pas pour des jeux flash pour passer le temps. En me faisant emmener à la médiathèque de la ville la plus proche, il était d'une évidence de devoir chercher les films ou les bandes dessinées mettant en scène le plus de créatures possible. Ces recherches m'ont fait découvrir les arachnides de Starship Troopers, le ver des sables de Tremors, l'univers fantasmagorique des noces funèbres, ou même tout bonnement Scooby-Doo. Ma curiosité légèrement morbide me poussait à développer mon imaginaire de l'étrange, de l'inconnu et du difforme. Et ce jeu-là était une eau bénite pour mes yeux. Pouvoir parcourir un monde dans la peau d'un guerrier squelette en armure. Je devrais dire plutôt dans l'ossature d'un guerrier squelette en armure. Explorant cimetières et châteaux, tuant zombies et ghouls, armés d'épées et de dagues de lancer. Tout dans cette bande-annonce était là pour me donner envie. Et nous voilà à ce Noël, où mes parents avaient écouté ma requête avec bienveillance et ont trouvé sur une étale l'objet de ma construction future. Dès son lancement, nous est narrée l'histoire du jeu par le comédien talentueux Benoît Alman. Il était une fois le royaume de Potency, un pays où les gens étaient heureux, la guerre inconnue et les enfants polis et toujours serviables. Ce qui nous change agréablement de ces sales mômes qui n'ont de cesse de réclamer des bonbons.
prêtant sa voix à Morgan Freeman ou Jean-Louis Lachaussette. Paix à son âme. Nous est dépeint un royaume fantastique, la Potentie, où l'ordre et la prospérité étaient de mise. Cependant, la tranquillité établie sera interrompue par le bannissement du sorcier de la cour du roi pèlerin. On voyait d'un mauvais œil ses travaux de nécromancie. Il revint se venger, accompagné d'une armée de morts-vivants. Face à lui, l'armée du roi, dont notre protagoniste, Sir Daniel Fortesque, qui dès la première volée de flèches, s'en est pris une en plein dans l'œil. Cela ne l'empêcha pas d'être enterré avec les honneurs, mais étant enfoui avec lui, la frustration de ne pas avoir contribué comme il le voulait à l'effort de guerre. Devant dire adieu à la place alors réservée aux héros dans l'au-delà. Mais contre toute attente, un siècle plus tard, le nécromancien refit surface en Potentie, assombrissant le ciel et s'emparant des esprits des habitants, et réveillant les morts pour prendre à nouveau le contrôle de ces terres. Mais le sorcier n'avait pas anticipé la résurrection de son ennemi, Sir Daniel Fortesque. Il allait vite se rendre compte que cet acte allait lui coûter très cher. Ce menu qui mettait dans une ambiance. On ne se contentait pas d'un simple texte sur fond d'écran, mais d'un lent déplacement à travers un cimetière, nous dévoilant des pierres tombales gardées par des fantômes et un squelette. Nous rendre dans les paramètres du jeu nous mène dans une statue d'ange, tandis qu'une nouvelle partie nous entraîne au fond de la crypte. Le menu principal, le pitch et la cinématique d'introduction nous donnent ce ton si particulier. Une fresque humoristique du lore d'Halloween et de tout ce qui peut s'y rapprocher, baignant dans un contexte médiéval fantastique. De la spooky fantasy. J'allais avoir droit à un dessin animé rempli de monstres en tout genre. Notre héros s'est fait ressusciter et découvre de la même manière son hôte, un petit génie à l'humour pesant mais affectueux, ayant posé son hamac dans son crâne, prenant le temps d'exposer le contexte de sa résurrection à notre cher ami ainsi qu'à nous. Al-Zalam, le nom de ce petit génie, servira narrativement tout au long de l'aventure à nous donner une voix et d'amener de l'humour dans ce contexte morbide. Parce que si vous avez bien constaté, comment souhaitez-vous aligner ne serait-ce qu'une seule phrase avec uniquement la mâchoire supérieure? Et notre aventure débute dans ce que je pense être mon niveau favori. Dans cette crypte se trouve le tutoriel du jeu. Nous apprenons au travers de grimoires, au pied de statues, les contrôles de combat et de déplacement, ainsi que les mécaniques diverses, comme ces étranges portes à runes. Pourquoi favori? J'ai dû parcourir ce niveau un nombre incalculable de fois. Déjà au vu de la rapidité de sa complétion et aux farms de fioles de soin, mais surtout dû à la quantité dantesque de l'or s'y cachant. Dans le bureau de Dan se trouve une carte de la Potentie nous offrant des spéculations concernant la suite du jeu, notamment quand je puis être bloqué pendant longtemps à certains niveaux. Se trouve aussi un registre du bestiaire des monstres auxquels Daniel se heurtera durant son périple, et un autre registre décrivant les caractéristiques des artefacts ou objets ramassés ici et là. Mais le plus intéressant selon moi dans cette pièce est son journal personnel, où enfin on peut découvrir un peu plus les pensées et l'humour simplé de Daniel, mais aussi son alcoolisme débridé. À chaque complétion et avancée de niveau, de nouveaux paragraphes s'ajoutent progressivement, nous offrant un point de vue complet sur la personnalité de Dan. Je me souviens parfaitement de la soirée consacrée à la lecture de tous ces ouvrages. C'était chez des amis de mes parents, en compagnie de mon cousin. Nous étions déjà au lit, et je ne faisais alors que reporter ces longues lectures depuis l'acquisition de ce jeu. Mais je me décidai enfin à y consacrer du temps. Aucun regret. Je pus étendre mon imaginaire lié à ce jeu en m'immergeant dans les pensées de Sir Daniel Fortesque.
duquel je n'avais jusque-là qu'un point de vue extérieur, et en recevant au passage le droit d'admirer quelques arts conceptuels des ennemis lors du développement. La nature même de ce jeu vidéo a gravé en moi des moments qui paraissaient anodins en souvenirs intangibles. Le fait qu'il soit jouable sur une console transportable a multiplié les occurrences de ces souvenirs. Mon souvenir de cette soirée avec mon cousin n'est qu'une infime bribe de tous les lieux et instants liés à ce jeu. Je me souviens de la soirée de son obtention, pendant ce fameux Noël, où je découvrais avec stress que l'absence de carte mémoire en ma possession me pousse à ne jamais éteindre totalement la console ou à quitter le jeu avec la peur de perdre ma progression durement gagnée. Je me souviens des longs voyages en voiture dans la Renault Espace verte gazon de mes parents, où je pus dévorer ce jeu sous une armée de couvertures. L'odeur étrange de cette voiture, un mélange d'odeurs de plastique, de diesel, de poussière et de nourriture, c'est d'ailleurs attaché au souvenir que j'ai de Medieval. Quand je repense à mes parties, cette odeur me revient naturellement. Je me souviens des lieux associés à la découverte de certains niveaux. Il y avait un concert dans un petit bar. Sur la longue route y menant, je me trouvais bloqué dans le niveau des champs des épouvantails, ne sachant pas encore l'utilité du feu pour certains ennemis. Après cette révélation, le bonheur d'enfin atteindre le niveau suivant a gravé en moi ce moment. Ne pouvant que penser tout du long de ce concert ce à quoi il fallait s'attendre dans le prochain niveau, la gorge du potiron. Je crois même que mon impatience m'eût conduit à insister pour recevoir les clés de la voiture afin de m'y réfugier pour y jouer. Je me rendais souvent chez mes grands-parents maternels. À chaque week-end ou mercredi passé à leur côté, s'accompagnait une insouciance et une joie immesurables. En compagnie de mon frère ou de mon cousin, nous jouions beaucoup. Dehors surtout, à explorer la forêt et l'ancienne carrière de sable à proximité, ou dans leur jardin, où mon grand-père bricoleur comme il est, avait construit balançoires et tourniquets. Mais les jours de pluie, où la nuit tombait, on se plongeait dans des VHS, des jeux vidéo comme Minecraft avec cette bonne vieille 1.2.5, à tenter d'installer des modes de TNT avec Pipix. Un soir d'hiver, ma PSP entre mes mains, j'atteignis le dernier niveau. Ce jeu allait être le premier parcouru de bout en bout, me laissant avec un sentiment de satisfaction, de récompense et d'accomplissement que je n'avais jamais ressenti auparavant, gravant un fort souvenir de plus en ma mémoire. Toutefois, je dois préciser que ces souvenirs de différents lieux ou moments ont eu un impact moindre sur ma personnalité et mes goûts, surtout si on les compare à l'impact qu'a eu le style visuel de cet univers. Un monde régi par l'esthétique d'Halloween, avec tout le lore lié à ce paradigme. Des créatures que l'on rencontre, des lieux que l'on traverse et des thèmes abordés. Tous contribuèrent à fournir le mortier nécessaire à la fondation de l'univers d'Halloween. Même si notre cher Dan est un héros en devenir, on prend le rôle d'un mort-vivant, combattant d'autres damnés à la poursuite d'un nécromancien à travers des terres corrompues par son maléfice. L'intrigue me rappelle de loin ce vieux Disney, Taram et le chaudron magique, avec une même attention portée envers les morts revenus à la vie. Des œuvres déterminantes dans mon rapport à la dark fantasy, car me firent face, durant ces confrontations, des réactions complémentaires. De la stupéfaction et de la peur s'alimentant de manière exponentielle. Allier l'envie de découverte de féerie et d'affrontement de ses peurs primaires en se confrontant à ce qui répugne et effraie. On aime des œuvres essentiellement grâce aux émotions éprouvées et créées par l'expérience faite de l'art alors mis devant nos sens. Et cette œuvre-là, je l'aime pour tous ses souvenirs, toutes ces émotions éprouvées, et cette influence artistique qu'elle m'a laissée. Medieval était cette porte d'entrée parfaite vers la dark fantasy. Il n'en fallait pas plus ni moins pour me convaincre de l'infini voyage que peut donner ce genre d'univers. Un voyage ne se limitant pas aux frontières du virtuel, mais se prolongeant jusqu'à ma réalité. Les niveaux présentés dans cette œuvre avaient bien une fin pour un joueur, mais elles étaient pour moi une porte d'entrée vers l'admiration de lieux existants dans notre monde. Un monde composé de cimetières lugubres tapis de brume, empli d'énergie contrastée de mort et de vie.
où le poids du jugement et de la compassion de nos ancêtres contrôle et protège les lieux d'une aura difficilement trouvable ailleurs, si ce n'est au sein de lieux de culte occidentaux. Lorsque je pénètre dans une église, ses murs, son histoire, son art, m'enveloppent sous une large couche de bienveillance et de protection. Mon admiration est à son comble au sein des grandes cathédrales françaises. Des volontés de dépassement de soi et de transmission de belles valeurs m'envahissent pendant ma progression le long de la nef. Ces lieux, chargés de foi, exprimés par les pensées positives de leurs visiteurs et par l'omniprésence d'art pictural et plastique, me font don à chaque visite d'inspiration, de regain d'espoir et de motivation comme aucun autre lieu. Et ces ressentis ne se limitent pas simplement aux visites d'églises ou de cimetières, mais continuent au-delà des villes et villages, là où s'étendent bosquets, champs et forêts, où les péripéties vécues au sein du royaume de Potency prennent forme dans le royaume de Dieu. Parcourir un champ de blé avec la peur qu'un démon dissimulé vous éviscère une fois loin de tout témoin. Emprunter un sentier impraticable dans une forêt touffue avec l'attente de rencontrer une fée dileuse de champignons. Arriver au bout de plusieurs heures d'exploration sur une ferme typique reculée de la civilisation en se méfiant de l'armée de citrouilles postées là, toutes prêtes à se déchaîner de leurs racines et venir atteindre ma personne. Lorsque fiction et réalité se mêlent sans perturber l'ordre du quotidien, le bonheur prend l'avantage sur les peines quotidiennes. Le temps ne s'écoule plus de la même façon. L'incarnation de nous-mêmes entre en symbiose avec ce que l'on vit. On devient réellement le personnage principal de notre aventure. C'est un sentiment que j'aimerais faire éprouver à d'autres, de parvenir à devenir ce que l'on admire lors de nos sessions de jeu, lors de nos visionnages de films, de sublimer notre existence en bouclant la boucle initiée pendant notre enfance. Je ne sais pas si l'inverse de l'Ouroboros existe, un état où une acceptation des cycles et de leurs rapports positifs se met en marche par l'action perpétuelle de choses nobles à nos yeux, mais également dans l'acceptation d'actes impies qui adviendraient sur notre chemin. Acceptant cela comme faisant partie du cycle de l'apprentissage et de la sublimation par l'expérience. Ajoutez à cela une arme surpuissante, capable de changer un point de vue, un état d'esprit et un contexte, avec un pouvoir quasi illimité d'influence et de manipulation. La musique, le son, tout votre univers peut être changé en quelques variations de vibrations. Toute musique, qu'importe sa provenance, a été créée pour faire ressentir quelque chose, une émotion, une pensée, une critique, un point de vue. Des sons capables de modifier la psyché humaine et d'interférer dans le cours naturel des choses. Dis-toi que mon propos est aussi fort en mots pour tenter de transmettre l'intensité des émotions éprouvées pendant l'écoute de musique. Encore plus quand je suis en train de faire quelque chose de grand. Écrire ces vidéos des heures durant, un café à la main. Courir des heures durant, le volume au maximum sur mon enceinte. Boire et laissant le cerveau divaguer à toutes ces pensées fébriles influencées par l'éthanol. Ou simplement marcher dans la forêt, les champs, la ville, partout où il sera physiquement possible d'écouter de la musique. Je le ferai. Mais je n'en oublie pas non plus la force du silence. Il est tout autant puissant que son antagoniste, mais ne sert pas les mêmes combats. On vient au silence pour des raisons plus sensées, plus axées sur la réflexion et la prise de décision, tandis que la musique serait plus centrée sur la captation d'émotions et l'inspiration artistique. Mais mes expériences ne prévalent pas sur celles des autres. La musique de Medieval représente tellement pour moi, pour mon passé, mes épreuves, et sur ce que j'ai encore à vivre, que je me devais de mettre des mots sur ce que je ressens. Ces compositions orchestrales et ecclésiastiques envoûtantes m'ont guidé durant maintes explorations. Combien de chemins ont été coupés en écoutant le thème du mausolée?
Combien de souches d'arbres enjambées accompagnées du thème de l'asile? Combien de cours d'eau longés, bercés par la composition des quais du scorbut? Les 57 minutes de cette composition originale de Paul Arnold et de Andrew Barnabas sont de loin les musiques les plus réécoutées de toute ma vie. Je pourrais chantonner ces 57 minutes à la note près, grâce à ma mémoire. Chaque thème est ancré en moi, et c'est lié à des souvenirs puissants, emplis d'émotions fortes. Ce fut la plus agréable porte d'entrée vers la musique orchestrale, en particulier la musique romantique, avec des premiers pas tournés vers Schubert, Liszt ou Beethoven, m'invitant eux aussi à voyager à travers mes songes, une traversée dans la mer agitée des émotions enfouies, inspirant joie, courage, mystère, peines et frayeurs, accompagnant de la même manière le désir de surpassement, autant dans la réalité, lorsque les kilomètres s'accumulent, que les heures de travail s'enchaînent, que les pages se tournent par dizaines, et autant dans le jeu, lorsqu'un nouvel antagoniste est présenté, une nouvelle mécanique découverte, ou un nouvel obstacle se dévoile. Du plus faible ennemi jusqu'au boss final, je me souviens de chaque rencontre comme étant la venue d'une nouvelle épreuve. Il fallait survivre. Pour que l'on puisse se rendre compte de quel niveau de difficulté je parle, il suffit que je vous livre cet exemple. Milieu des années 2000, cours préparatoire. Mes grands-parents avaient récupéré une NES. Première expérience vidéoludique, Super Mario Bros. L'enfant que j'étais peinait à traverser le premier niveau. Que dis-je, ne serait-ce que le premier ennemi. Ne vous moquez pas, mais ce Goomba était pour moi un mur de difficulté. Imaginez maintenant l'épreuve qu'un simple ennemi de Medieval constituait pour moi. Les premiers monstres du jeu sont des zombies cartoonesques, drôles d'apparence mais redoutables en nombre. Bien vite, avec une approche adéquate et une connaissance des mécaniques de combat, ils devinrent progressivement des cibles faciles le long de mon chemin. Mais ça n'a pas été de tout repos. Il fallait passer maintes fois par l'échec, la mort et la répétition. Ces zombies ne sont qu'une mise en bouche du bestiaire fourni par cet univers. Tout l'imaginaire d'Halloween et ses dérivés y est exploité, toujours accompagné de cette esthétique de dessin animé. Un dessin animé d'épouvante, duquel j'allais être l'acteur du récit. Combattant des loups féroces endormis jusqu'à ce que l'on approche d'eux, des squelettes agiles et aguerris nous récompensant à leur défaite d'un doux son caractéristique, des citrouilles personnifiées, des épouvantails tournoyants et des bottes de paille enchantées aux fourches aiguisées, et aussi des momies animées dans des cryptes de fortunés, des lutins espiègles et voleurs, capables même de piloter des mécas de 7 mètres. Des souches d'arbres habitées d'une fourberie de vouloir nous surprendre une fois notre dos tourné, tous faisant partie de la continuité logique des lieux dans lesquels ils se trouvent. Ces petits ennemis et ces lieux pittoresques incarnent l'essence même de cet univers. Ils représentent ce qui fait de ce jeu le jeu pour accompagner la période d'Halloween. Y avoir joué pendant le dernier mois d'octobre m'a inspiré toutes ces réflexions. Je voulais y retourner. Pour ces différents monstres et ces différents décors d'épouvante, je voulais revivre ces sentiments de découverte, d'aventure et d'adversité. Revivre cette émotion de fierté liée à une progression, de fascination face à l'épouvante, de motivation due à la défaite de mes ennemis et à l'accomplissement de mes objectifs. Les boss sont l'ultime exemple de ces sources d'inspiration. Un mur de difficultés soudaines, une mise en scène accentuant leur dangerosité et leur importance, une nouvelle façon de jouer à adopter, une nouvelle identité à découvrir, apprendre, combattre et apprivoiser. Une nouvelle rencontre avec un boss signifiait pour l'enfant que j'étais un nouvel endroit où j'allais être bloqué. Être bloqué, un terme que l'on n'entend plus du tout de nos jours. Le premier d'entre eux, le démon de verre, me terrifiait. Tout son design me laissait l'imaginer prendre forme dans notre monde sous nos lois physiques. Un démon composé de millions de morceaux de vitraux, tous tranchants comme le fil d'une lame de boucher, ayant le pouvoir d'envoyer à toute vitesse ses éclats sur ses adversaires. Pour un premier boss du jeu vidéo, c'était un somptueux cadeau, et un bon avant-goût pour la suite. Je venais de découvrir ce qui allait continuellement me donner satisfaction dans les jeux vidéo. Une mécanique de défis à surmonter, de grands ennemis à abattre, des manières d'approche différentes à appréhender. Privilégier l'adaptation, la répétition, la stratégie, pour seul but d'éliminer notre adversaire afin d'en tirer fierté, joie et leçon.
pour qu'ensuite vienne le moment d'en affronter des plus puissants. Gravir le chemin de la réussite en accumulant les victoires et en s'éloignant des défaites. Le démon du mausolée ne permet aucun moment de distraction. Ses attaques sont rapides, tranchantes et sournoises, tandis que ses fenêtres de vulnérabilité sont infinies. Recouvert de son armure de vitrail et résistante au choc, seul son cœur est fragile et provoquera sa défaite. En adoptant le bon rythme face à ses attaques et avec une réactivité sans faille, il parvient à venir à bout de sa menace. Quelques carreaux et dagues bien placés auront raison de lui. Au bout du grand cimetière, s'étendent de longues murailles et des grilles de fer. Ce qu'on pensait être alors de simples statues de loups s'animèrent tout à coup. Ces gardiens sont décidés à ne laisser aucun mort rejoindre le monde des vivants. Leurs hurlements rameutèrent une dizaine de loups affamés pour leur prêter main forte. Les gardiens se tapirent dans la brume, observant le spectacle de la mise à mort d'un mort. Seul, opposé à ces bêtes, la fuite n'était plus envisageable. Seul le courage était l'option qu'il restait. On fonça leur tête baissée sur ces animaux féroces, tranchant, martelant dans tous les sens, en essayant de ne pas y laisser ses os au passage. Une fois leurs mignons abattus, les loups de pierre veulent bien entrer dans la danse. Mais peu importe nos tentatives d'attaque, ces statues sanguinaires paraissent indestructibles. On devine qu'on ne peut les blesser que pendant le court moment de leurs attaques. Mais bien sûr, la seule manière de le deviner, c'était par l'échec, par l'expérimentation et par la répétition. Et ce, pour tous les boss que j'allais rencontrer. Et c'est, je pense, le meilleur moyen de jauger la qualité d'un combat de boss. À quel point nous a-t-il sortis de notre zone de confort? À quel point nous a-t-il poussés dans nos retranchements, nous invitant à nous adapter et à changer notre approche? Prenons pour dernier exemple le fou de l'asile, se dévoilant au bout d'un des niveaux les plus difficiles du jeu, après avoir combattu des centaines de zombies décérébrés, de tarés en camisole, de décapités dans des piloris. Nous voilà face à cette engeance du diable, un énorme Golgoth à la mentalité d'un bambin armé d'une énorme hache. Le peu de vie en réserve après ce dur niveau fait de cette rencontre la plus stressante à appréhender. Chaque coup doit être réfléchi, notre placement doit être irréprochable. En quelques coups, il peut avoir raison de notre carcasse. D'abord, réfléchir, ensuite seulement attaquer. Faisons de sa force une faiblesse. Il frappe le sol avec une telle puissance que la lame de sa hache se voit bloquée entre deux pierres. Une opportunité en or. Profitons-en. Deuxième phase. Il fonce sur nous tête baissée comme un missile à tête chercheuse. Encore une opportunité. Faisons-le foncer en direction de ces piliers, qu'il déguste un peu le doux goût du métal. Victoire. Je viens de simplifier avec rapidité la longue courbe d'apprentissage que j'empruntais à chaque nouvel affrontement. L'enfant que j'étais devait s'adapter à tout ennemi, boss ou obstacle qui se présentait. Je dus d'abord subir l'amertume de l'échec, avant de jouir de la douceur de la victoire. Chaque tentative me rendait plus fort, même en cas de défaite. L'expérience aura toujours plus de valeur à mes yeux que la connaissance. La mort n'était qu'un moyen de plus pour affiner mes stratégies, mes compétences et ma réactivité. Cela ne vous fait penser à rien? En effet, je crois bien que Medieval fut la prémisse de mon amour envers les jeux d'Hidetaka Miyazaki. Ces lieux virtuels ayant le plus contribué à ma valorisation de l'échec, le considérant comme une étape essentielle à tout apprentissage et à toute progression. Il est évident que Bloodborne, Dark Souls ou même Elden Ring méritent bien plus qu'une simple évocation dans une vidéo sur un jeu assez méconnu. Ils méritent tellement plus. À commencer par ma gratitude. Un autre élément de Medieval m'introduisant cette volonté de surpassement de soi s'est manifesté par le choix assez fourni d'armes à notre disposition. Épées de toute taille, marteaux de guerre, massues, haches, dagues et arbalètes, arcs courbés et boucliers. Toutes possèdent des animations différentes, des maniabilités différentes. Un ennemi ne se verra pas approcher de la même façon avec une arbalète ou un gourdin. Chaque arme possédant ses atouts et ses faiblesses, nourrie par un panel d'attaques liées à nos déplacements. Avec ce marteau, verrouiller un ennemi en se déplaçant autour de lui et Dan assénera un coup tournoyant. Exécuter un combo d'attaque et donner à l'ennemi une série de coups mortels. Effectuer un saut en reculant pour faire un salto suivi d'une attaque. Avec tout cet arsenal médiéval et ses techniques de combat, il est logique de voir avec quelle facilité j'ai pu tomber amoureux de ce jeu. Pour un enfant découvrant dans la même période le monde de la Terre du Milieu, le plaisir éprouvé par la lacération, l'écrasement et la découpe de monstruosités franchissait les limites de ce que j'avais alors éprouvé jusque-là. Je vivais à travers ce jeu vidéo
les aventures dont j'ai toujours rêvé prendre part. En incarnant Sir Daniel Fortesque, si je suis tatillon je devrais dire en prenant corps étant donné son absence de chair, je devenais le chevalier héroïque des livres et des films que j'ingurgitais. Mais non pas sans défaut. Ce personnage, après des réflexions plus mûres aujourd'hui, m'attendrit beaucoup plus. Un homme humilié par sa mort, rachetant son honneur par ses actes grâce à sa résurrection. Même mort, sa hargne persiste, sa volonté ne s'est pas éteinte. Contrairement à l'intégralité des autres morts que l'on va rencontrer, ce qui a fait tenir son âme à retourner dans son corps est bien cette souffrance et cette frustration de ne pas avoir pu intégrer aux côtés de ses amis le panthéon des héros, là où les âmes de guerriers festoient, chantent, boivent et se battent pour l'éternité. Cette même volonté qui nous pousse, nous, le joueur, à guider ce personnage blessé, à lui offrir sa chance de pouvoir se sentir fier et reposé. En voilà un autre parallèle liant ce jeu à la saga des Souls. On incarne une carcasse alimentée uniquement grâce à la flamme de la volonté, seul vestige de son humanité, existant comme le pilier principal soulevant le corps et l'esprit face à l'adversité. J'ai découvert avec Medieval la valeur de l'inconfort, de l'échec et de la répétition, que j'ai retrouvé ensuite avec Dark Souls, pour ensuite finalement les appliquer dans mon quotidien, à rechercher l'inconfort dans le virtuel comme le réel, pour tout le bonheur que l'affrontement perpétuel procure, en m'imposant une ascèse vidéoludique, sportive et créative. Je commençais à toucher du doigt le réel plaisir, celui dû à la fierté d'accomplir ses objectifs, de surpasser les défis que l'on s'impose et rédiger son propre récit. À travers ce petit écran de PSP, j'ai initié ma passion de l'exploration. J'ai construit mon amour de l'histoire, de l'architecture cléricale, de l'heroic fantasy. J'ai établi la fondation de mes goûts. Toutes les forêts, champs, cimetières et églises continueront de me faire replonger en enfance, pendant cette période d'insouciance, d'admiration et de découverte. Aucun de ces lieux ne manqueront de me remémorer tant de souvenirs et de gratitude envers moi, ma famille, mon environnement, mes parents et le Tout-Puissant. À chaque écoute de musique orchestrale, mon esprit ira rechercher des similitudes avec la bande originale de Medieval, tentant de ressentir à nouveau ces émotions pures d'énergie créative, de découverte et d'amusement. À chaque nouveau jeu vidéo, je chercherai ces challenges engageants, m'ayant tant invité à me surpasser, m'ayant tant montré sur ces univers grandioses de fantaisie sombre, me délectant de tant de visions fantasmagoriques de morts vivants cartoonesques, alimentant mon esprit à tout jamais de cette fibre créative, désireux d'explorer, de créer, d'admirer, de surpasser et de transmettre.